Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, chers internautes. La lettre du musicien est très heureux de s'associer à la Générale, cette soirée qui réunit les principaux acteurs du secteur musical, ici dans le cadre magique de l'hôtel qui abrite, l'hôtel particulier qui abrite juste derrière nous, les collections Lambert, spécialisées dans l'art moderne, l'art contemporain. Et on est bien sûr dans le cadre du Festival international d'Avignon qui bat son plein juste derrière ces murs. Et ce soir vont défiler ici même un grand nombre d'acteurs du secteur de la musique et pas seulement du spectacle vivant. Et pour débuter, j'ai le grand plaisir d'accueillir 3 invités qui vont débattre d'un thème plus que jamais d'actualité, l'égalité hommes-femmes et notamment l'égalité hommes-femmes dans la culture. Car force est de constater que la France n'est pas vraiment un bon élève en la matière. Quand on voit, et notamment il y a eu un très récent rapport par le Forum économique mondial de la liste des pays les plus volontaires en matière d'égalité hommes-femmes, on voit évidemment les pays d'Europe du Nord qui sont en tête de liste, l'Islande, la Norvège, mais plus étonnant et très intéressant, le Rwanda ou la Namibie sont devant la France, par exemple, sont dans le peloton de tête, la France étant à la 12e place, le Rwanda était par exemple à la 6e place ou la Namibie à la 10e place. Donc on voit que des pays africains sont aujourd'hui extrêmement moteurs et que parfois en Europe continentale, eh bien, il y a encore un retard à rattraper. Et un retard à rattraper notamment évidemment dans le domaine culturel. Différentes études l'ont montré, mais surtout une étude qui est sortie il y a quelques semaines, se basant sur les données d'audience, des données très importantes, plus de 100 000 données analysées, et qui fait des constats extrêmement forts, extrêmement inquiétants aujourd'hui, de différences de rémunération, de différences également, tout simplement, du nombre de personnes dans la culture qui sont investies, évidemment, entre la part hommes et femmes. Et puis, ce qui est très important à noter également, c'est qu'aujourd'hui, on voit encore que dans un grand nombre de manifestations, je pense aux Victoires de la musique, je pense aux Molières et je pense aux shortlists des plus grandes institutions culturelles, la place des femmes doit encore être développée. Et c'est ce qui ressort notamment des études consacrées à ce secteur. Alors pour en parler, j'ai le grand plaisir d'être aujourd'hui avec Malika Seguino. Malika, vous êtes la directrice générale du PRODIS, qui est le syndicat évidemment professionnel du secteur des musiques actuelles, avec un grand panel esthétique. À vos côtés, Paul Rondin. Paul Rondin, vous êtes le directeur délégué du Festival d'Avignon. Et à vos côtés, 3e invité ce soir, Cécile Denis, directrice communication de l'AFDAS. Vous voyez, on va parler avec vous évidemment aussi bien de la formation, de la représentation dans le cadre d'une manifestation comme le Festival d'Avignon, et bien sûr du rôle d'un syndicat, puisque le PRODIS, vous avez été, avec un grand nombre de partenaires, bien sûr, moteur et commanditaire de cette enquête. Malika, peut-être un premier mot, parce que si vous commandez cette étude, c'est parce que vous aviez bien senti déjà qu'il y avait un petit peu un malaise sur le sujet. Oui, c'est ça, je pense que le mot est juste un malaise. Et c'était très intéressant ce que vous rappeliez tout à l'heure, Antoine, avec le classement des pays. Je pense qu'effectivement, on est très très fiers de la position de la France dans ce débat. Et pourtant, depuis 40 ans, il y a quand même eu 5 lois qui ont été promulguées pour garantir la parité entre les femmes et les hommes. Et pourtant, je pense que dans quelques instants, vous allez délivrer quelques chiffres de l'étude que nous avons diffusée le 19 juin dans le cadre des premières assises des femmes dans le secteur du spectacle et de la musique. Et on se rend compte effectivement que dans le secteur de la culture, dans le secteur du spectacle vivant, de la musique enregistrée, de l'édition musicale et du théâtre et des cabarets, nous ne sommes pas du tout à égalité aujourd'hui. Donc effectivement, pour nous, c'était une nécessité, puisque l'égalité femmes-hommes ne doit plus être une option, c'est aujourd'hui une véritable nécessité et une conviction. Il faut que les choses changent. Alors déjà, peut-être ce chiffre, 65% d'hommes qui travaillent dans le secteur culturel. Donc évidemment, on voit un ratio qui n'a rien à voir au ratio qu'on voit dans la population française. Donc la question de la formation. Je me retourne justement vers vous, Cécile Denis, parce que c'est le rôle de l'AFDAS. Là aussi, il y a un constat assez inquiétant. Comment en est-on arrivé là ? Peut-être, bonjour à tous. Peut-être rappeler l'AFDAS, le rôle de l'AFDAS, surtout qu'aujourd'hui, on est dans la mise en œuvre d'une réforme, la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Donc l'AFDAS, aujourd'hui, on est opérateur de compétences des secteurs de la culture et plus largement des industries créatives, de la communication, des télécommunications, parce qu'on a un secteur qui s'est élargi. 7 nouveaux secteurs nous ont rejoints, donc des télécommunications, du sport, du tourisme, des loisirs et du divertissement. Voilà, donc à travers notre nouveau rôle aujourd'hui, on accompagne les professionnels, voilà, dans le financement et l'ingénierie de leur formation.
et on accompagne voilà, leur parcours professionnel. Donc effectivement, on constate que dans le secteur de la culture, dans l'étude, les femmes se forment plus et plus longtemps, avec quelques exceptions, notamment dans les techniciennes, voilà, qui sont déjà moins nombreuses et qui se forment moins. Donc on a fait quelques constats lors des premières assises des femmes dans ce secteur. Je me permets tout de suite de rebondir, mais parce que chez les techniciennes, c'est 73% d'hommes, 27% de femmes. Voilà. Donc effectivement, le fossé est impressionnant. Et 23 qui se forment, 23%. Donc ce qui est aussi un chiffre voilà, qui pose question. Et en tout cas, on a essayé de creuser cette question lors des assises et d'un groupe de travail qu'on a voulu sur le thème de la formation. Également, les artistes musiciennes, voilà, 19%, elles sont déjà très minoritaires et en plus, elles se forment moins. Donc on a parlé des métiers techniques, où justement, dans le cadre de ces formations, voilà, elles sont moins nombreuses et qu'il faut travailler sur le travailler ensemble, voilà, puisque comme il y a déjà plus d'hommes, il faut que les femmes trouvent leur place et travaillent ensemble voilà, dans ces secteurs. Et peut-être on en reparlera. Voilà, Alors justement, Paul Rondin, avant de parler de la question des représentations et notamment tout l'engagement, on voit notamment dans cette saison et cet été beaucoup de femmes présentes au Festival d'Avignon. Mais parmi justement les intermittents, tous les professionnels qui travaillent au Festival d'Avignon, est-ce que vous êtes sensible justement à cette question? Est-ce que ces chiffres qu'on annonce ce soir, est-ce qu'ils vous étonnent? Comment votre regard sur ces chiffres et comment justement faire à partir de là pour changer la situation? Non, ils ne m'étonnent pas parce qu'on les connaît effectivement sur les 750 salariés qui travaillent pour le festival, on voit bien les proportions. Mais indépendamment des chiffres, c'est ce qui nous interroge profondément, c'est notre difficulté, voire notre incapacité. Et le classement qui a été rappelé tout à l'heure est terrifiant. On a l'impression d'être dans un vieux pays macho qui n'arrive pas à avancer. C'est consternant. Donc on est consterné de la même manière. Oui, c'est épouvantable. Oui, on y travaille, mais c'est lent, c'est laborieux, et c'est d'abord des questions de pouvoir. C'est une relation au pouvoir. Le pouvoir est masculin. Vous en êtes dans un vieux pays où le pouvoir est masculin. Et le temps qu'il y ait une abdication, au moins pour voir, du masculin pour dire essayons et voyons et n'ayons pas peur, surtout. C'est-à-dire que le grand mâle blanc dominant, qu'il arrête d'avoir peur, ça vient, la confiance vient, mais c'est long. Alors on aurait pu imaginer, Paul Rondin, que le secteur de la culture, qui est à l'avant-garde sur énormément de choses, souvent de manière politique, très engagé, très virulent, prompt à descendre dans la rue. On l'a vu notamment sur la question des intermittents, ici même, en 2003, la ville bloquée. Par contre, pour défendre l'égalité homme-femme, on voit un peu moins les artistes dans la rue. Est-ce que finalement, il n'y a pas eu un retard de prise de conscience et finalement que le monde culturel est assez en retard alors qu'il aurait dû être peut-être à l'avant-garde sur ces questions? Oui, mais si vous prenez, si je réponds à votre question par le prisme du pouvoir dont je parlais juste avant, si tout d'un coup vous mettez votre propre pouvoir par terre, évidemment c'est un peu dérangeant. Alors je ne dis pas que la question de la parité se fait dans la rue, ça je n'y crois pas beaucoup. Je pense que ça se fait au travail et dans le travail et par le travail, en ce qui concerne en tout cas nos activités. Donc c'est du pas à pas et c'est de la réforme à l'intérieur des entreprises culturelles. Mais, pardon de buter là-dessus, mais on s'en sortira jamais si on ne questionne pas notre propre sensibilité à cet inconfort qui est au fond un manque de confiance dans les femmes. Et ce manque de confiance, je le précise, c'est pas dans ce qu'elle ferait, au contraire, c'est dans ce qu'elle pourrait faire qui déplacerait, du coup, le pouvoir largement dominé par les hommes. Alors on voit évidemment, on a parlé des chiffres qui sont évidemment alarmants, et notamment ce qui concerne les salaires, les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes. Alors ce chiffre qui a été révélé dans l'étude, le salaire d'une permanente dans le secteur est en moyenne inférieur de 21% à celui d'un homme. Malika Seguino, un mot par rapport à cette distinction de salaire effarante, bien sûr. Comment vous l'expliquez?
je ne sais pas si on peut se dire qu'il faut l'expliquer. Justement, il faut essayer de trouver la manière de modifier les choses et de faire en sorte que ça ne se produise plus. Puisque, effectivement, quand on a travaillé sur cette étude avec notre groupe, on était quand même près de 15 organisations autour de la table à vouloir organiser ces premières assises, avec le parrainage quand même du ministère de la Culture et notamment Agnès Salle. On s'est très vite dit, globalement, finalement, on n'est peut-être pas si mal que ça. Quand on regarde les chiffres dans la globalité, entre les hommes et les femmes, c'est plutôt bien réparti. Mais là où ça devenait effectivement assez intéressant, c'est que quand on regarde dans le détail, la différence effectivement entre les cadres, les non-cadres, la manière dont les femmes grimpent dans les échelons de la société, c'est là où effectivement la difficulté apparaît et où, comme Paul l'a dit, les postes de direction, les postes de pouvoir sont majoritairement occupés par les hommes. En ce qui me concerne au Prodis, je le vois tous les jours. Le Prodis regroupe des producteurs, des festivals, des salles de spectacle. Nous trouvons un certain nombre de femmes à la tête des festivals et des salles de spectacle, mais beaucoup moins à la tête des boîtes de production. C'est assez c'est un constat très objectif. Donc aujourd'hui, il faut essayer de savoir comment faire pour changer les choses. Et c'est pour ça que dans le cadre de ces assises, on avait vraiment décidé tous et toutes ensemble d'axer sur trois volets et de prendre véritablement le prisme de la formation, de l'accompagnement des femmes, que ce soit les femmes salariées, les femmes entrepreneuses, parce qu'effectivement, il fallait travailler sur les deux volets. Nous avions donc un atelier sur la formation, donc effectivement, Cécile a commencé à en parler. Et là, l'intérêt de cet atelier, c'était aussi de se poser la question des publics cibles. Parce que des formations, il y en a. Après, effectivement, c'est pas toujours facile de savoir ce qu'il y a. Il y a certainement un travail à faire sur la communication. Mais la difficulté, c'était aussi de déterminer la cible qu'on devait atteindre. Et autour de notre échange avec un certain nombre de personnes, il y avait des DRH, il y avait aussi des artistes, il y avait un certain nombre de personnes autour de la table. La question était de se dire, mais pour que ça change, de toute façon, il ne suffit pas simplement d'envoyer les femmes de la société en formation. Il s'agit aussi de faire en sorte que les dirigeants soient convaincus qu'il faut que les choses changent et de faire effectivement de la mixité un levier de performance. Parce que quand on regarde les études dans d'autres secteurs qui sont extrêmement masculins comme la tech, il y a certaines études qui sont sorties qui démontrent que dans des équipes, quand il n'y a pas tout à fait la parité, mais presque, la performance est renforcée et sur une longue durée. Donc c'est un vrai levier de performance. Il faut véritablement qu'on démontre que ce n'est pas un coût, mais un facteur de performance. Donc ça, c'était effectivement l'atelier formation. On a décliné cet atelier avec un axe sur le mentorat, puisqu'on estime effectivement que c'est quelque chose qu'il faut développer. Il y a eu beaucoup d'initiatives autour du mentorat. Je pense qu'il faut qu'on le renforce. D'ailleurs, c'est l'un des objectifs de ce groupe, c'est de renforcer cette expérimentation du mentorat. Et enfin, le dernier volet, c'est l'accompagnement économique des femmes qui veulent monter leur entreprise dans ce secteur, parce que ça, il ne faut pas le nier. Il faut sans doute travailler à construire des programmes dédiés à l'accompagnement de ces femmes. Voilà en quelques mots sur les premières assises. Cécile, Denis, peut-être un mot sur le mentorat. Qu'est-ce qu'on entend par le mentorat et comment ça se met en place? Malika répondra plus facilement sur le mentorat. Moi, je voulais vraiment profiter de ce temps pour parler de la formation. Déjà, souligner qu'à l'AFDAS, on a quand même 2 présidentes. Angeline Barthes, notre vice-présidente, et donc ils sont 2 femmes. Isabelle Gentilhomme, notre présidente. On a un comité de direction qui est parfaitement paritaire, donc ça c'est plutôt une fierté. Voilà, ça c'était. C'est exemplaire. C'est exemplaire, voilà. Et j'en suis très fière. Peut-être dire quelques mots justement sur les publics cibles, parce que c'est vrai qu'on est parti pour essayer aussi de réfléchir à des actions concrètes. Donc on a effectivement vu les employeurs, les dirigeants, qui étaient un public cible. Avec nous, vous savez, dans nos secteurs, on a 91% de TPE, PME. Ils n'ont pas forcément d'obligation à se former, puisque les plus de 250 ont une obligation tous les 5 ans de former à la non-discrimination à l'embauche. Donc réfléchir à comment les sensibiliser. C'est vrai qu'on a identifié une porte d'entrée qui était souvent la conformité, tout ce qui est le cadre juridique. Donc les sensibiliser, les informer, pour les plus petites. Également, effectivement, on a référencé un certain nombre de formations, que ce soit sur le leadership, mais également sur le harcèlement sexuel et sexiste, sur le marketing de soi. Enfin, il y a vraiment un certain nombre recrutés sans discriminer, j'en ai parlé. Donc peut-être plus faire de communication autour de ces programmes de formation, qui sont accessibles à toutes les entreprises.
Mais on a parlé aussi des femmes, que ce soit les salariées permanentes, intermittentes, les artistes, auteurs, voilà, parce qu'on accompagne tous ces publics, notamment aussi comment les accompagner dans des périodes de fragilité, parce on sécurise les parcours, on les accompagne tout au long de leur carrière. Et notamment, la mise en réseau aussi. Une période de fragilité, il faut le noter, c'est quand même au moment de l'âge de 30 ans, où on voit, et l'étude constate ce fort effet d'éviction. C'est-à-dire, bien sûr, derrière, la question ou pas de grossesse chez les femmes. Tout à fait, la reprise de l'emploi après une maternité. Voilà, donc et le sort des maternitantes. Voilà, absolument. Donc vraiment, on a essayé d'identifier assez précisément pour voir quelles actions on pouvait mettre en place. Parce qu'il y a des temps courts, comme disait Malika, et des temps plus longs. Donc déjà, ce qu'on peut faire en urgence ou dans un temps très court, et puis ce qu'on peut structurer dans le temps pour justement construire une vraie parité, travailler sur les stéréotypes, essayer de déconstruire les stéréotypes, puisque c'est vraiment ces deux axes sur lesquels on a essayé de réfléchir et trouver des actions concrètes. Voilà, donc les femmes qui sont vraiment, je parlais des femmes et des formations, notamment pour les techniciennes ou les artistes musiciennes. Également, on a parlé de l'enseignement, des étudiants, on parle aussi du secondaire, mais donc dans les écoles, puisqu'il y a des écoles, notamment les écoles d'art qui ont des référents, et puis des modules de sensibilisation sur la discrimination. Donc peut-être aussi travailler sur cette question autour du thème de l'égalité femmes-hommes, les enseignants qui sont des prescripteurs, et puis peut-être aussi aller au-devant, faire un tour de France, travailler sur le maillage territorial pour que justement des femmes créent un collectif de femmes, ça c'est une idée aussi qui a émergé, pour aller au-devant des étudiants, pour montrer leur parcours, essayer de justement aller à la rencontre des plus jeunes. On l'entend, la formation, c'est bien sûr un enjeu crucial pour développer et améliorer ce rapport de l'égalité homme-femme. Paul Rondin, en matière de programmation, pour un festival comme Avignon, est-ce qu'il faut s'imposer une programmation totalement paritaire ? Est-ce que non, justement, ce ne serait pas forcément faire le jeu de l'égalité homme-femme que d'être de manière aussi peut-être coercitive dans sa programmation ? Comment vous pensez aujourd'hui la programmation sur le prisme de l'égalité homme-femme ? On la pense de manière volontariste, c'est-à-dire je pense qu'il n'y a aucun problème à déclarer, tant qu'on ne sera pas arrivé à la parité, qu'il faut être très dans une procédure presque réglementée pour atteindre chaque année une presque parité. On n'y est pas, donc je ne vais pas me vanter et dire que c'est formidable qu'on a tout réussi, on progresse énormément sur ce sujet, mais oui, bien sûr que dans la programmation, depuis plusieurs années, systématiquement, on compare entre deux projets ce que nous devons programmer, et si c'est une femme à projet comparable, quand je dis projet comparable, c'est dans un lieu, un certain nombre d'interprètes sur le plateau, etc. On va choisir la femme plutôt, la porteuse de projet plutôt que le porteur de projet. Et ça ne pose aucun problème. Est-ce que vous voyez des différences dans le rapport homme-femme entre les disciplines artistiques, entre par exemple le théâtre, certains courants de théâtre, la danse contemporaine ? Est-ce que vous voyez des tendances un petit peu se dessiner, aussi peut-être au sein même des professions, entre acteurs, metteurs en scène ? Pas de manière flagrante. Et puis, ce qui est le plus intéressant à constater aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie différence avec les générations. C'est-à-dire ce qui était très difficile avec un certain nombre pas d'anciens, mais de presque anciens porteurs ou porteuses de projets. Aujourd'hui, avec la génération qui arrive des trentenaires, on a des projets de plus en plus avec des femmes, portés par des femmes. À nous, et c'est ce qu'on a essayé notamment de faire cette année, comme on dit avec Olivier Py, c'est-à-dire de mettre un peu de côté les grands arbres qui sont souvent des hommes, c'est-à-dire les grandes célébrités, ceux qui fédèrent aussi un public large, et de laisser apparaître la forêt. Et on s'aperçoit que dans cette forêt, derrière, il y a beaucoup de femmes assez jeunes qui sont porteuses de projets et qui sont en train d'inventer, en ce qui nous concerne, le théâtre de demain ou la danse de demain. Quand vous voyez Paul Rondin, évidemment, le Festival d'Avignon, c'est un lieu où se côtoient un grand nombre d'esthétiques, il y a un grand nombre aussi d'origines géographiques différentes, des compagnies qui sont présentes. Est-ce que vous voyez des pays qui sont plus moteurs, plus volontaristes, justement, sur la scène artistique, la scène théâtrale, en matière d'égalité homme-femme ? Non, mais je dirais que je ne pense pas être compétent à cet endroit-là, parce que nous, ce qui nous arrive, ce sont des projets artistiques, peu importe de quel pays ils viennent. C'est-à-dire, on n'a pas une réflexion par région du monde. Du coup, je pense que mes camarades sont beaucoup plus compétentes que moi pour vous dire à quel endroit ça a bougé, et ne serait-ce que les chiffres que vous rappeliez tout à l'heure sont assez signifiants. Non, on n'a pas senti qu'il y avait plus de porteuses de projets venant d'Asie, par exemple.
ça reste effectivement à développer, je pense d'ailleurs dans un grand nombre de pays. Alors ce qui ressort aussi dans l'étude très clairement, c'est que plus on avance dans l'âge, plus le fossé de rémunération entre les hommes et les femmes, entre les femmes et les hommes, augmente. Ça rejoint justement Malika, ce que vous constatez en matière de garde. Comment expliquer que finalement aujourd'hui, il y a de plus en plus justement dans la formation de femmes qui se forment, et notamment au plus haut âge de management culturel, et qu'en haut de la pyramide, il reste de tels fossés. Malika? Peut-être que parce que quand elles sortent de la formation, on ne leur donne pas le travail qui correspond. Voilà, donc là je jette certainement une pierre, voilà, mais je pense effectivement que là-dessus on a un vrai travail à faire. Et c'est pour ça aussi que ce qui est important, c'est qu'avec ces assises, on n'a pas tout résolu. Je pense que ça a été vraiment un premier temps d'échange. Ce qui a été fabuleux, c'est qu'on a réuni assez rapidement beaucoup de monde, et pas seulement des femmes, il y avait aussi des hommes. Que ça a créé... Est-ce qu'il y avait quand même des gens réfractaires quand on organise des assises femmes-hommes dans le secteur? Moi, je n'ai pas senti qu'il y avait de gens réfractaires. Je ne sais pas, Cécile, de ton côté. Moi, j'ai plutôt senti qu'il y avait une réponse très positive, que les gens, en tout cas, acceptaient de venir en parler sans aucun problème. Après, je pense que certains attendent beaucoup de ces assises. En tout cas, moi, c'est un peu le sentiment que j'ai eu en échangeant avec un certain nombre de personnes. Elles souhaitent très vite créer un réseau, qu'on réagisse très vite. Sauf que Cécile a eu raison de dire qu'on ne pourra pas changer tout aussi vite que cela. D'ailleurs, Paul, tu le dis toi-même, et nous, on le sait aussi. Moi, je connais la réalité de mes entreprises, je connais effectivement la manière dont ça fonctionne, je sais également l'ensemble des difficultés qu'ils ont à gérer au quotidien. Donc, il faut effectivement y aller step by step, même si ça ne satisfera pas tout le monde, nous le savons. Il faut initier quelque chose. C'est aussi pour ça qu'il était important que le ministère de la Culture, qui s'était emparé de ce sujet cette année, et non seulement pas que le ministère, mais également le gouvernement en intégralité, nous accompagne, nous parraine, parce que nous ne ferons pas tout seuls. Donc, on se réunit, ce collectif, si j'ose l'appeler ainsi, à la fin du mois de juillet pour faire vraiment le point sur les actions que nous, on peut lancer, que l'AFDAS peut lancer, mais que nous pourrions également lancer avec le ministère, sans oublier que sous un autre volet au niveau de la FESAC, qui est la Fédération des employeurs du spectacle, qui regroupe vraiment toutes les activités spectacles vivants, enregistrés, audiovisuels, et bien là, il y a un accord qui est en cours de signature entre les partenaires sociaux. Donc il se passe un certain nombre de choses à différents niveaux. Il faut maintenant... Au-delà des intentions, il faut qu'on puisse réaliser des actions, et des actions qui soient concrètement réalisables assez vite pour des entreprises de petite taille, je le rappelle, puisque c'est la majorité des entreprises du secteur. Et vous avez raison de le dire, Malika, le ministère de la Culture, aujourd'hui notamment, je pense, le rôle confié à Agnès Sall, se veut volontariste, ça c'est le discours, mais dans les actes, quand on voit notamment les nominations récentes, on constate, encore le cas, et là je me tourne vers Paul Rodin, puisque ça concerne le théâtre du TNP de Villeurbanne, on relance, le ministère de la Culture a souhaité relancer le processus de nomination, et tout ça pour aboutir à la nomination d'un homme, bien sûr talentueux, Jean Bellorini, mais... qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de femmes qui veulent diriger des lieux? Et au même moment, la shortlist de l'Opéra de Paris ne comprend aucune femme. Qu'est-ce qui se passe? Paul Rodin? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. C'est absolument, effectivement, non pas scandaleux, parce que je suis un immense fan de Jean Bellorini, et d'Agnès Sall aussi, je le dis au passage. Mais enfin, force est de constater que dans les grands établissements, ça peine à venir, là aussi. Ce qui est plus ennuyeux, c'est que Jean Bellorini, une fois encore, qui est totalement légitime à cet endroit-là, mais vraiment, et je le pense sincèrement, et je suis très heureux qu'il soit là, est d'une génération où probablement on aurait pu, à côté, trouver des femmes de même talent et avec la même maturité artistique ou de savoir-faire en matière de direction d'établissement. Ça pose des questions. Alors l'opéra, je ne vais pas me lancer là-dedans, parce que c'est encore plus complexe et les études sont assez redoutables sur le sujet. Je rappelle juste que, par exemple, dans les pays nordiques, 2 opéras sur les 3 pays de Scandinavie sont dirigés par des femmes. Donc il existe bien des femmes qui, visiblement, dirigent des opéras avec une grande compétence. Pardon, non, mais justement, moi, la question que je voulais poser, c'est, parmi ces listes de candidatures, moi je ne suis assez peu, ces nominations, est-ce qu'il y a des femmes? Oui, il y en a, mais après, c'est aussi ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à la fois, il y en a qui lâchent pas le pouvoir, nous-mêmes, moi-même, je m'assume, mâle blanc, pas tout à fait dominant, mais presque, et oui, on lâche pas encore. Donc une femme qui voudrait candidater, elle se dit que quoi, en gros, elle va prendre un râteau, parce que les mâles seront encore, excusez-moi de parler comme ça, mais... Alors, les études sont formidables parce qu'elles produisent du chiffre, on sait la réalité. Moi, je me souviens, il y a 2 ans, d'avoir participé dans ce noble festival à un débat qui n'était pas très loin d'être celui qu'on avait aujourd'hui. Et j'avais fini ce débat en disant, bon, on y va là, on y va, quoi. Nous, responsables d'institutions qui avons ces pouvoirs, on y va.
Peut-être voilà. peut-être qu'il faut aussi se demander si, même au plus haut sommet de l'État, au niveau du ministère de la Culture, est-ce qu'on ne se dit pas qu'on prend un risque supérieur quand on nomme une femme à la tête de ces établissements, alors que finalement, de toute façon, quand on nomme quelqu'un à un poste assez important et quel qu'il soit, que ce soit un homme ou une femme, on prend toujours un risque. Il faudrait peut-être juste se dire qu'en nommant une femme, on ne prend pas un risque supérieur. Mais rends-toi compte l'archaïsme même de cette idée, quand même, que ça serait plus risqué de nommer une femme aujourd'hui à la tête d'un établissement. Je m'interroge. Je me permets d'ailleurs de citer à propos le chef d'orchestre Emmanuel Krivine qui disait que l'égalité homme-femme sera atteinte dans le secteur musical quand on nommera des femmes aussi mauvaises que les hommes en poste. François Giraud disait la même chose. Voilà. Et c'est... Voilà, Cécile Denis. Rebondir sur justement le parrainage du ministère de la Culture. Je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais je pense que c'est un point important. Donc l'AFDAS est opérateur technique d'un EDEC, donc a signé un accord d'engagement pour le développement de l'emploi et des compétences dans la filière culture, création et communication, donc avec les 10 branches historiques de l'AFDAS. Et dans le cadre de ce programme, il y a des prestations d'appui conseil aux entreprises, notamment aux petites et moyennes entreprises, donc que ce soit sur un appui conseil RH ou RSE. Et notamment la question de l'égalité femmes-hommes est abordée dans ce cadre-là. Donc il y a voilà, tout un travail d'accompagnement aussi et d'appui aux branches. Donc ça me semblait aussi important de l'évoquer parce que le ministère est totalement, voilà, c'est un programme sur 2 ans, mais qui va peut-être même être élargi à d'autres branches et qui est vraiment en partenariat avec l'État, donc ministère de la Culture, la DGCA et la DGEFP, ministère du Travail. Il y avait un atelier d'ailleurs cet après-midi à la Maison des Professionnels sur justement ce programme d'action et notamment sur la thématique égalité femmes-hommes. Il me semblait important de le rajouter par rapport à l'engagement aussi de l'État et du ministère sur ce thème. Mais on a l'impression que l'égalité femmes-hommes ou l'écologie, c'est un peu le même combat. C'est-à-dire qu'il y a des grands discours et qu'après, effectivement, dans les actes, on manque encore d'action. Et je pense notamment à Aurélien Barraud qui récemment disait mais qu'il faut que l'État soit coercitif. Et si l'État n'est pas coercitif, les plus belles déclarations jamais ne se transformeront en action. Peut-être justement Malika Seguino, après les résultats de cette étude, l'État doit être coercitif. Alors, je vais avoir du mal à dire ça puisque pourtant je suis une femme, je ne suis pas extrêmement favorable aux quotas. J'ai un petit peu de mal à me dire que demain, si je suis recrutée sur un poste, c'est parce que je suis une femme. Effectivement, j'ai beaucoup de mal, mais je sais que c'est un sujet extrêmement débattu. Je sais que nous en discutons avec un certain nombre de personnes et qu'on se dit que peut-être, il faut peut-être pas passer par des quotas, mais par du bonus, notamment dans des programmes d'aide, dans des dispositifs de soutien au secteur. S'il y a effectivement un effort fait sur l'emploi des femmes, sur la programmation artistique, il faudrait effectivement donner un bonus. C'est ce que je crois a fait le CNC, effectivement, et il y a peut-être à chercher de ce côté-là. Nous, actuellement, nous travaillons sur le projet du Centre national de la musique. Il est évident que si demain cet établissement existe, même s'il y a encore un certain nombre de questions, il faudrait qu'il y ait un programme d'accompagnement dédié aux femmes, mais il faudrait effectivement qu'il y ait aussi un travail fait sur la programmation artistique féminine et certainement du bonus à intégrer dans les dispositifs d'aide. Le Centre national de la musique qui vient hier justement d'être validé au Sénat, donc normalement il doit être lancé le 1er janvier 2020, même si il y a encore évidemment différentes questions sur son financement, sur sa gouvernance qui méritent en tout cas, qui vont être débattues, mais notamment l'égalité femmes-hommes doit être pour vous au cœur même évidemment de la mission de cet établissement qui va être aussi un observatoire. Et pour des données sur le secteur, on a vu combien une étude comme celle-ci était pertinente et il faut des données chiffrées pour mesurer bien sûr ce phénomène. Pour l'on a beaucoup parlé évidemment à la fois de ceux qui font les spectacles dans les coulisses, les techniciens, la formation, les acteurs, les metteurs en scène, la programmation, d'aller vers une démarche de plus en plus paritaire. Et qu'en est-il du public? Est-ce que vous avez fait des études sur le public? Est-ce qu'il y a surtout des femmes ou des hommes qui viennent au spectacle au Festival d'Avignon? Essentiellement des femmes. Alors là, on a complètement gagné, parce qu'on est à 65% de spectatrices. Mais alors moi, qui ne suis pas une femme, je suis absolument pour les quotas. Je suis désolé, mais il y a un moment, là aussi, je reviens sur ce que je disais, il y a 2 ans, on disait la même chose. Donc, quand on dirige un établissement public, quand on a une mission d'intérêt général, on a des droits et on a un certain nombre de devoirs. Et je pense que nos tutelles financières peuvent, un temps donné, imposer des quotas. Évidemment, pas définitivement, mais si le travail doit se faire, si on doit progresser, il faut être un peu coercitif. Et moi, je suis absolument favorable aux quotas. Désolé, Malika. Cécile Denis, par rapport aux quotas, à la question des quotas. Personnellement, je rejoins un peu Paul, parce que je pense qu'effectivement, à un moment donné, il faut pouvoir imposer quelque chose peut-être pour faire avancer. Et puis après, c'est
intégré et on continue d'avancer. Voilà, j'aurais tendance à dire, et puis le quota n'exclut pas le choix par compétence, enfin de la compétence, puisque c'est aussi ça, pas dire on prend une femme parce qu'il faut absolument une femme, il n'empêche on fait un choix pas par défaut, mais effectivement, voilà, essayer de... il y avait une expérience comme ça pour la taxe d'apprentissage auprès des écoles de nos branches, où justement on a fait une petite enquête pour la répartition des fonds libres, vous savez, et on avait tout un questionnaire, et notamment sur la politique des écoles, des établissements, sur les questions de mixité, de diversité, d'égalité femmes-hommes, pour justement mettre en place un système de bonus donc sur la répartition de ces fonds. Et voilà, il y a en tout cas des leviers aussi. Et effectivement, la question des quotas, bon, je trouve ça bien qu'un homme s'exprime en tout cas. Voilà, merci Paul. L'égalité femmes-hommes, mais on se dit en tout cas que quand on va aux études sur le public, plus que jamais, le 4e mur doit être ouvert pour justement que ce nombre de femmes présentes dans le public, elles passent sur scène. En tout cas, un grand merci à tous les trois d'avoir été présents pour débattre de ce sujet plus que jamais d'actualité et qui doit effectivement être au cœur du CNM, du Centre national de la musique, qui doit être lancé au 1er janvier 2020. Merci Paul Rondin, directeur délégué du Festival d'Avignon. Merci Malika Seguino, directrice générale du Prodis. Et merci Cécile Denis, directrice communication de l'AFDAS. Et je vous donne rendez-vous évidemment dans quelques instants pour la suite des débats ici même dans ce magnifique lieu de la Fondation Lambert.